Smart et réglo, avec notre invité, on va parler de la transposition de directives européennes en droit positif, mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Évidemment, on parle beaucoup d'entreprises, beaucoup de droit français, mais il y a évidemment des directives européennes qui sont bien transcrites dans le droit français, et elles arrivent par paquet, faut le préciser, elles arrivent à l'Assemblée nationale, et puis on mouline ces directives. Bertrand Biette, merci d'être avec nous, vous êtes avocat associé au pôle restructuring du cabinet Jantet, vous faites du droit social, mais vous faites aussi du conseil, c'est important, et là on va avoir besoin de vos lumières. Sur cette question des directives, notamment sur l'insolvabilité, parce qu'il sera question de celle-là, qu'est-ce qui change et en quoi l'Europe, d'abord pour donner un cadre un peu général, en quoi ces directives européennes modifient-elles le droit français? Parce qu'elles ont une incidence sur le droit français, quelle que soit la thématique de la directive, nous sommes bien d'accord? Absolument. Oui, merci Arnaud de m'inviter. C'est un plaisir. À vous présenter cette transposition de la directive insolvabilité européenne. Elle est fondamentale. Elle est doublement fondamentale parce que c'est un travail qui a été lancé il y a déjà plusieurs années avec une volonté de l'Europe d'homogénéiser l'ensemble de la réglementation pour l'accompagnement des entreprises en difficulté, donc partout en Europe. Et elle est aussi fondamentale compte tenu des conséquences de la crise sanitaire que nous traversons, évidemment. Avec évidemment la crise économique qui a été pour l'instant, on va dire, limitée, amortie grâce aux mesures qui ont été prises, mais qui vont avoir une fin. Et donc il va falloir traiter toutes les difficultés que nos entreprises vont rencontrer. Et donc cette directive, elle a été transposée, qu'on soit précis, non, elle est en cours, on est d'accord. Elle est en cours de transposition. Le gouvernement a été habilité à légiférer sur cette transposition avec un objectif à juin 2021. Donc ça va venir très très vite. Donc c'est la séquence dans laquelle nous sommes entrés là. Exactement, avec une interrogation, ce qu'on appelle une étude d'impact partout en Europe. Bien Tous sûr. les professionnels du restructuring en Europe, et donc évidemment y compris en France. Donc vous planchez, vous, sur ces questions. On planche tous sur cette transposition avec toutes les conséquences que ça va avoir. Et il va y avoir des modifications radicales. Commençons par le début. Avant qu'elle soit transposée, on l'a compris, ça sera juin, date butoir. Qu'est-ce que dit cette directive européenne qui s'imposera, ou pas d'ailleurs, qui s'imposera à tous les pays de l'Union? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle s'impose évidemment à tous les pays européens. C'est d'ailleurs une marque d'étonnement toujours de ma part. On ne prend pas suffisamment conscience que le droit français, il est issu à 80% des directives européennes. Et oui. Et on ne regarde pas suffisamment ce qui se passe au niveau européen. Et là, on est exactement dans ce cas-là, puisque la Commission européenne a travaillé pour analyser les différents droits qui existaient. Il se trouve que la France est plutôt un bon élève en cette matière, a été très innovante depuis très longtemps dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Et donc, il y a beaucoup de mesures qui sont inspirées par le droit français. Mais il n'empêche... Alors donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette directive? Justement, il n'empêche que il y a une sorte de balance entre les règles françaises et les règles anglo-saxonnes. Évidemment, c'est la guerre. Avec une évolution en faveur des créanciers, alors que jusqu'à maintenant, vous savez que notre droit, il est pour l'essentiel issu d'une loi de 1985, votée par les socialistes en 1985, totalement en faveur des entreprises et de des leur salariés. Absolument. Voilà, au détriment des créanciers. Et là, on est dans une sorte de jeu de balance où on rétablit un certain nombre de droits aux créanciers. C'est vrai que le droit anglo-saxon n'est pas le même en matière de relations avec les créanciers. Qu'est-ce qui va changer? La directive européenne a plutôt penché en faveur des créanciers, c'est-à-dire qu'auparavant, quand une entreprise fermait, certains créanciers, vulgairement, s'asseyaient sur leurs dettes, pour le dire simplement. Est-ce que ça change ou pas? Oui, ça change, avec la possibilité pour les créanciers de se réunir, ce qu'on appelle en classe de créanciers. C'est la grande nouveauté de cette directive, c'est donc une réunion des créanciers en fonction de leurs intérêts qu'ils partagent, et ils vont pouvoir présenter des solutions de redressement qui peuvent être concurrentes de celles du chef d'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire pour rééchelonner le paiement de la créance. Et ils réclameront leur créance. Exactement, ils réclameront leur créance. Ce qui est nouveau. Ils pourraient même aller jusqu'à prendre le contrôle de l'entreprise
en considérant que leur solution est meilleure ou sert mieux leurs intérêts qu'une solution de continuité avec l'ancienne direction. Les enjeux pour les entreprises et pour vous, avocat, que vous soyez celui qui défendiez le créancier, évidemment, c'est ce qui vous arrivera, mais vous allez aussi vous retrouver en situation de défendre l'entreprise. C'est quoi les enjeux concrètement? C'est des entreprises dont le contrôle va être pris intégralement par le créancier, c'est-à-dire sa banque, le fonds d'investissement. C'est ça les conséquences? Ça peut être ça comme conséquence, absolument. Ce n'est pas forcément soulevé. Quand on défend l'intérêt de l'entreprise, on défend des intérêts, ça paraît quelquefois un peu choquant de dire ça, mais qui sont un peu différents, distincts de ceux du chef d'entreprise, de ceux de l'actionnaire, de ceux du créancier et même de ceux des salariés. Et c'est pour ça que c'est une législation complexe, puisqu'il s'agit de combiner l'ensemble de ces intérêts qui, a priori, peuvent s'opposer, alors qu'il s'agit, et c'est ça tout l'objet, surtout dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, ça va être de comment est-ce qu'on fait pour sauver des entreprises, quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en place, quels sont les accords qu'on va pouvoir obtenir entre les créanciers, les actionnaires, les salariés, les dirigeants. Juste un détail, le créancier ne remet pas à la poche, parce que pour sauver une entreprise, très souvent, lorsqu'on arrive à la date butoir, au moment butoir, souvent on dit qu'il faut réinjecter 50 millions, 100 millions, 10 millions. Là, le créancier se retrouverait en situation de nouveau réinjecter pour prendre le contrôle. Ce n'est pas le cas dans la directive. Ah, c'est tout à fait une possibilité. C'est une possibilité. Il peut dire, je réinjecte de l'argent, et dans ce cas-là, il la sauve. Ça peut être tout à fait ça. Ou inversement, je réinjecte rien et je la coule. Oui. Alors, et je me sers sur les actifs. Ou d'autres peuvent prendre le relais, c'est ça tout le sujet. Il peut y avoir un conflit avec de nouveaux financeurs qui arrivent et qui viennent proposer une solution et qui vont exiger que les anciens financeurs, les anciens créanciers, fassent un effort particulier pour sauver l'entreprise. Ça peut être une banque, par exemple, en demandant à la banque un nouvel effort. Là, le rapport au tribunal de commerce et à tous ceux, aux instances françaises qui décident de la survie, donc il y a des étapes, il y a un cursus. La directive s'intéresse à ce débat. Absolument. C'est un sujet. Vous savez, Arnaud, on est les seuls dans le monde à avoir ce système avec des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Et oui, souvent critiqué, maître. Oui, mais c'est une erreur de les critiquer. Enfin, c'est pas une erreur. On peut les challenger, mais c'est une erreur de critiquer le système, parce que l'avantage que nous avons, c'est qu'ils sont totalement indépendants et qu'on peut donc construire avec eux des solutions et que eux sont en face de tous ces intérêts différents. Et c'est ce que invite à faire cette directive en étant créatif pour trouver des solutions innovantes dont on va absolument avoir besoin dans la phase dans laquelle nous allons entrer. Vous reviendrez nous en parler en juin quand tout ça sera validé, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça sauvera plus d'entreprises avec cette directive que si on était resté sur le droit français classique, pour conclure? Très difficile. Voilà. La vérité, c'est que quels que soient les accords qu'on peut trouver, il faut que le fondamental soit là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entreprise, un marché, un produit, un service, des clients, des salariés et des financeurs pour que ça marche. Donc si tout ce cocktail fonctionne, alors oui, on pourra sauver plus d'entreprises. Le cocktail, vous avez vu la séquence d'avant, évidemment, oui. Maître Biette. Oui, le cocktail, évidemment. Vous avez envie de le déguster aussi. Merci de nous avoir éclairés. Il nous reste 6 mois à peine pour transposer cette directive, donc c'est un moment important. Et tout ça se fait, je dirais, dans la discrétion des cabinets d'avocats et du ministère de l'économie et des finances, parce qu'il réfléchit évidemment à toutes ces questions qui auront une incidence importante sur la vie de nos entreprises. Merci, Maître Bertrand Biette, vous êtes avocat associé au pôle restructuring du cabinet Jeantet et vous êtes en première ligne sur cette question qu'on évoquait aujourd'hui, cette fameuse directive insolvabilité. Voilà, je l'ai bien dit. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. On fait une petite pause café avec Fanny Griesmer. Elle se pose toujours plein de questions un peu philosophiques, concrètes parfois. Oui, est-ce qu'on peut venir, avec son chien de compagnie? Moi, j'ai vu des avocats qui venaient avec leur chien qui dormait au pied du bureau. Ils le font. Est-ce que c'est légal? Tiens, on en parle avec elle.